Enfin, en Suisse, tu fais pas des... C'est pas reconnu, en fait. Le côté artiste, le côté créatif, ça, c'est pas rentable. C'est mort, on n'a pas d'artiste en Suisse. De base, j'étais nulle dans presque tout, dans le sport, dans les études, donc je me comparais déjà pas. Moi, j'avais cette chance de commencer d'en bas, donc je pouvais que monter. Il y a d'autres personnes où justement ils sont sous cette pression parce que ils sont forts. Je pense qu'un Suisse, tu lui dis, tu vois, au chômage, il est pas bien. Il est pas bien. On vient nous toquer à la porte avec un troisième pilier. Impossible que notre éducation financière... Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de MB Podcast. Je suis avec Sarah, qui est une entrepreneuse romonde, du coup. Ravie de t'accueillir. On se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit. Ouais. Et du coup, c'est toujours un plaisir de découvrir les gens autour d'un café et puis pour parler un peu de ton parcours. Parce qu'on s'est connus un peu sur les réseaux sociaux, du coup. Mhm. Raconte-moi un peu qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, où est-ce que tu en es. Ok, moi du coup, je suis coach mental et transformationnel. Ok. Et je pensais pas en arriver là. C'était pas en gros, c'était pas un but en soi. Moi, à la base, j'ai fait un bachelor en économie, Ok. master en sciences sociales. Donc, j'ai toujours été passionnée par les humains et qu'est-ce qui fait qu'on devenait qui on était. Et mon dernier job avant de faire le pas de devenir entrepreneuse, c'était aider les femmes à investir elles-mêmes. Et là, en fait, j'ai compris que c'était pas mon bachelor en économie. C'est pas ça qui allait t'aider. Hein. Non, du tout. Et qu'en fait, il fallait vraiment se débrouiller par soi-même, apprendre à se faire confiance, apprendre à apprendre des autres aussi, qui sont déjà là où tu veux aller. Et puis j'ai eu beaucoup de chance justement d'avoir des mentors ou des personnes sur ma route qui m'ont guidée. Et parce que toute ma vie, je pensais que justement je voulais être riche, etc. Puis au final, ce que tu veux, c'est ta liberté. Ta liberté, tu l'as pas de cette manière. Pas comme ça. C'est pas avec. Non. Ouais. Et ça se travaille, c'est petit à petit. Et aussi, juste le fait que si tu vas dans le bon chemin, entre guillemets, tu choisis tes propres chaînes. C'est ça la vraie liberté au final. Tu vas y arriver. Mais si on reprend du coup ton parcours par rapport à tes études, t'as fait quoi comme scolarité? Où est-ce que t'étais? Est-ce que ça s'est bien passé? Parce que la scolarité, c'est toujours un peu le... Ouais. Moi, je viens de Pressé-Chaud de base, donc dans les Hauts-de-Lausanne, quartier un peu défavorisé, entre guillemets, à la Suisse. À la Suisse, ouais. Et pour le coup, j'étais pas forte à l'école du tout. On voulait me mettre en VSO, donc ce qui était le plus bas. Mais c'était plus parce que j'avais des troubles d'attention et puis du coup j'avais personne à la maison pour m'aider à faire mes devoirs, donc bref. Et j'ai changé de collège. En gros, je suis partie à Villamont, qui est un peu une école un peu plus huppée, on va dire. Et là, ça s'est beaucoup mieux passé parce que du coup, il y avait personne qui essayait d'envoyer des craies. Un cadre en fait un peu plus agréable en fait. Et c'est là aussi, tu vois, en fait, depuis petit, l'environnement, à quel point ça change tes capacités scolaires. Et pour le coup, 15 ans, j'aurais pu passer en VSB. J'avais les points ou aller au gymnase. Et là, par contre, ma mère et mon frère, ils m'ont un peu poussé à faire un apprentissage. Donc, je suis partie en apprentissage, ce que pour moi était un échec de base. Donc, je rentrais, je pleurais tous les jours. Donc, en fait, toi, tu voulais aller au collège plutôt pour les Français, c'est collège. Etc. Et ta famille t'a plutôt poussé de côté... C'était un grand frère, du coup? Ouais, j'ai un grand frère, Donc, t'as plutôt poussé vers un apprentissage. C'est quoi, employé de commerce? Exact, Mais pour le coup, j'étais chez Bob's, donc une des meilleures entreprises formatrices. Par rapport à ça. Oui, mais bon, j'avais 15 ans, je voulais être avec mes copines, j'étais là... Tu te rendais pas compte de la chance que t'avais d'être dans une boîte comme ça? Littéralement, tu sors de là-bas, t'as tous les postes ouverts, tu fais ce que tu veux. Et vraiment, on était formés... À l'international, c'est tellement reconnu en plus d'une formation chez Bob's. C'est fou, Non. Et franchement, j'ai passé les meilleures années de ma vie. C'était génial. Mais tu t'en es rendu compte après? Alors, c'était juste le début que c'était très difficile. Après, ça a été... Donc, ça fait quoi, 3 ans avec Mathieu? Ouais, exact. Et puis, pour le coup, après ces 3 ans, par contre, durant cette période-là, j'ai quand même compris que tant que j'avais un chef, je ne pouvais pas choisir mes vacances. Donc là, c'était déjà à ce moment-là... Et t'avais quoi, 16 ans? Un des déclics, si je fais en marche arrière et puis que je regarde ma vie, à 17 ans, 3e année d'apprentissage, moi j'avais mon oncle, il vivait 6 mois en Suisse, 6 mois en Thaïlande. Il était vendeur de moto. T'avais déjà en fait ce truc. J'étais pas consciente. Dans ma famille, c'est pas un truc commun. Et à l'époque, il était un peu en avance, je pense. Et lui, il voulait absolument que j'aille en Thaïlande avec lui. Et il m'avait demandé de partir 3 semaines juste avant Noël. Et en fait, on m'avait refusé parce que c'était pas dans les vacances scolaires obligées, quoi. Et là, en fait, 5 mois après, il est mort d'un cancer. Ah mince, Et là, j'ai réalisé,
plus jamais quelqu'un me dit si je peux partir en vacances ou pas avec. C'était vraiment le déclic, ça, qui a changé. Inconsciemment, je pense que ma vie a l'idée à ça. Après, justement, je me suis dit, pour avoir plus d'opportunités, de ne pas revivre ce genre de schéma, qu'est-ce que je peux faire ? Et à l'époque, je pensais que c'était les études. Comme tout le monde. Ouais. Tu penses que c'est un peu l'autoroute de la richesse, entre guillemets. Bien sûr. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie apprendre l'anglais. J'ai fait mes études en anglais aussi. J'ai fait International Business Management à Genève, donc IBM. Donc là, ce qui n'est pas non plus la pire école. Non, j'ai vraiment eu des belles études. Non, tout ce que je fais, je le fais à fond. Et puis, donc c'était après l'apprentissage, tu as direct enchaîné avec IBM. Je suis partie un an. T'es partie un an à l'étranger quand même pour l'anglais. Qui a changé pas mal ma vie. C'est parce que je suis partie apprendre l'anglais du coup en Australie. Et après, il me restait un peu de temps et d'argent. Et puis, je me suis dit... T'as allé bosser en Australie ou bien t'as fait plutôt études J'ai fait 3 mois d'études, juste l'anglais et le certificat. Après, j'ai fait fille au pair pour un joueur de tennis. Et après, j'avais du temps. J'avais encore de l'argent que j'avais économisé. Et du coup, j'étais quitte à passer par le retour, je m'arrête en Thaïlande. Comme ça, j'aurais fait la Thaïlande, vu que mon oncle voulait absolument que j'aille. Et là, j'ai découvert la boxe thaïlandaise. Et ça a changé ma vie, quoi. Donc là, t'as fait combien de temps en Thaïlande ? Là, au début, je devais aller une semaine. Je savais même pas où je débarquais. J'avais 18 ans avec mon sac à dos. Et j'étais là. Et puis en fait, je me suis retrouvée dans un microclimat où il y avait que de la boxe thaïlandaise. Et puis j'étais on va essayer la boxe, quoi. Test, voilà, tu es là de toute façon. Et puis tu vas. Et en fait, j'ai vraiment croché alors que je faisais pas de sport avant. Et puis en fait, ça m'a suivi toute ma vie. Après, je faisais mes études. Je finissais à 17h, j'étudiais jusqu'à 18h30. Et puis j'allais aux entraînements à 19h30. Je finissais à 22h. Et puis tu rentres à la maison, tu dors. Et puis tu recommences. C'est clair. Mais du coup, donc là, tu as fait un an à l'étranger. Tu as vraiment fait ce truc, un peu ce que tu voulais pendant un an. Les libertés un peu complètes, quoi. Ouais, mais ça a toujours été guidé. Moi, j'ai jamais eu ce truc YOLO. En fait, j'avais personne derrière. Mes parents, ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont jamais eu d'argent, quoi. Si je faisais des études, c'était moi qui allais. Après, on a de la chance en Suisse. On a des bourses. Mais tu vois, sur le moment, tu sais pas. Tu vas un petit peu en mode... à reculons un peu. Tu sais pas trop... S'il vous plaît. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Allez. Et du coup, t'es revenu là et du coup, j'ai été acceptée à IBM parce que tu devais passer en fait un concours. Concours. Et j'ai passé. Donc, septembre, j'ai commencé. Deuxième année, je suis partie en échange au Mexique, 1 an. Dans le cadre des études, du coup. Exact, Et là, j'étais dans une meilleure... D'habitude, c'est 6 mois, non, c'est cursus. Tu peux faire une année ou 6 mois, Et là, j'étais aussi dans une des meilleures universités du monde. Trop bien. Tech de Monterrey, c'est une semi-privée. Donc, en gros, là-bas, eux, ils payent 1000 francs par mois. Et nous, vu qu'on était en échange, on payait rien. Et c'était vraiment l'américaine, quoi. Tu as des terrains de rugby, tu as une piscine. Et c'est là aussi où j'ai réalisé que l'éducation entre les classes n'est pas la même. Là-bas, en fait... Mais c'était quand même très international ou bien... Ouais, quand même, Et tu as trouvé des disparités entre les élèves par rapport à... Enfin, les étudiants par rapport à ça ou bien... Même en Suisse. Ça, dans tous les cas, ça se ressent. Mais avec l'international où tu as un fief de plein de gens qui viennent vraiment de différentes cultures je pense. En fait, de voir... Parce qu'en Suisse, t'as pas, au Mexique, tu n'as pas de classe, middle class. C'est vraiment le high et le bottom, quoi. C'est ça. En gros, les gamins qui étaient dans cette université, ils arrivent avec des Jaguars à 18 ans. C'est un autre monde totalement différent, mais aussi ce qu'ils apprennent dans leurs cours, c'est que du leadership. Ils ont énormément de trucs interpersonnels, dans le sens le sport, la danse, tout est fait pour se développer en tant que personne, beaucoup moins en tant que capacité, compétence, parce qu'ils savent qu'ils vont leader. Ça n'a rien à voir. Alors qu'en Suisse, je te donne un exemple, en Suisse, on a genre 12 cours, 12 examens, 12 matières, tu vois, 12 matières différentes. Là-bas, tu en as 6. Et tout le reste, c'est que des trucs à côté. Moi, j'ai appris tu vois, de la danse, je fais des représentations de salsa, de bachata, de la grimpe. Jamais tu fais ça ici, quoi. Jamais. En Suisse, tu fais pas c'est pas reconnu, en fait, d'être le côté artiste, le côté créatif, c'est pas rentable. C'est clair. Clairement, c'est pas rentable, en fait. C'est vraiment une question de rentabilité et de taux de réussite, tu vois. C'est mort, on n'a pas d'artiste en Suisse. Non, mais c'est vrai, c'est mal fait. C'est mal fait. Parce que tout te demande aussi du temps. Mais du coup, vu qu'on le cultive pas forcément, c'est pas... Et donc là, tu as fait 2e année Mexique, du coup ? Ouais, 2e année Mexique, je suis revenue. 3e année en Suisse, normal. Après, je suis partie... en fait, à la fin de ton année
peu importe l'université où tu vas, là, c'était plus économie. Tu as un peu les Big Four qui viennent te chercher en mode faire des conférences. Oui, alors te draguer un peu pour voir ce que tu vas faire après. Tellement, genre, nous, on paye 7 000 balles par mois, tu fais ci, tu fais ça, tu grattes, et il y a tout le monde qui veut faire ce genre de choses. Okay. Et moi, j'étais quitte à faire de l'argent, autant faire un truc qui me plaît. Tu étais dans ce truc de je veux faire carrière ou quand même là, je commence à hésiter? Pas T'avais carrière. Quand même ce truc qui t'attirait vers eux ou pas? Non, Genève. T'as jamais eu ce... Non. En fait, je sais pas si c'est une question de Genève-Lausanne, mais tu sais, Lausanne, on est un peu plus tranquille quand même. Ouais. Et moi, ça m'intéresse pas, en fait, d'aller faire la soirée à Java, tu sais, genre juste se montrer. Et du coup, ce truc d'aller dans le consulting, suivre cette voie-là, forcément, quoi, moi, ça m'a jamais intéressé. Du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai pas choisi les meilleures études pour. Parce que c'est vraiment fait pour faire ce genre de trucs. C'est clairement fait pour faire ce genre de choses. Tu finis chez KPMG ou c'est ça. Et puis, Bazar. Voilà, super, quoi. Mais moi, j'avais besoin de sens, en fait. Ok. Et là, bah, au final, j'ai trouvé un master en résolution de conflits et médiation. Donc, rien à voir. Mais c'était un peu c'était le master de je sais pas quoi faire ou... Non, c'était ma passion. T'as kiffé faire ça? Ouais. En fait, la science humaine, c'est vraiment ce qui me C'était passé du coup de économie pure à... Enfin, t'as fait un virage, quoi. Ouais, le gros virage, ouais. Mais c'est un peu lié, dans le sens que je pense que moi, ce que je cherchais, c'était ma liberté. Ouais. Et je pensais qu'en faisant économie, de toute façon, ça allait m'ouvrir le plus de portes. Ouais. Et ma liberté, en fait, c'était pas ça. Ma liberté, c'était de trouver ma mission de vie, tu vois. Et quand j'étais petite, bah, je pense qu'aujourd'hui, avec le recul, je sais que tout le monde, quand ils sont petits, ils ont déjà cet instinct de faire les choses qu'ils aiment déjà. Sauf qu'on l'oublie, parce qu'on te matrixe un peu, on te met dans un petit moule et puis on te dit, bah, fais ça. Ouais, c'est clair, ouais. Et du coup, tu fais. Tu poses pas trop de questions, tu vois. Genre, ok, d'accord. Et du coup, bah, quand j'étais petite, je voulais déjà être dans la psychologie, aider les gens. J'ai toujours eu ça. T'as ce côté un peu empathique. Ouais. Bah, en gros, je voulais aider mes parents à apprendre à communiquer. Ok. Tu vois, genre, des trucs comme ça. Mais pour le coup, la science sociale, le master que j'ai fait, bah, ça m'a beaucoup aidé aussi à mieux comprendre un peu. Et ça débouche sur quoi au job hors indépendant? Alors, j'ai été embauchée par le gouvernement suisse quand j'ai fini mon master. Ouais. Et du coup, je travaillais dans tout ce qui était non-prolifération des armes chimiques, biologiques. Du coup, tu étais à Berne? J'étais à côté, à Spitz. Et là, tu es avec l'ONU. Là aussi, tu vois, c'était un peu le Graal du... Tout le monde qui finit ce genre de master veut faire ce genre de choses. C'est avec les ONG pour faire quelque chose de mieux, quoi. Exact. Et pour le coup, en ayant été là-bas, j'ai vite réalisé que c'était pas là-bas qu'il allait avoir des impacts. Ah ouais? Ouais, c'est chaud. Bah, c'est chaud. C'est catégorique. Non, franchement, ouais, c'est dur en fait. En Suisse, on réalise pas, mais on vit dans une petite bulle. Prison dorée. Ouais, bah déjà, alors on est une prison dorée dans le sens. On a beaucoup d'argent, mais on ne sait pas vraiment quoi faire avec. Mais par contre, dans le reste du monde, ils ne sont pas très avancés. Ouais. Dans le sens qu'il y avait des attaques chimiques sur des gens normaux qui étaient normales pour d'autres pays, tu vois. Ouais. Puis toi, tu es un peu là, mais on n'avance pas, quoi. Mais du coup, c'est quoi le sentiment, vu que tu as toute la connaissance qui va avec, tu arrives sur un dossier comme ça, et tu te dis, en fait, ce qu'on fait ici, c'est à des années-lumière de ce qui se fait... à quelques kilomètres de chez nous, en fait. Ben, nous... Toi, t'as un pouvoir, à part juste subir ce que tu vois, en fait. Ouais, en gros, le truc, c'est que même si t'as du pouvoir, entre guillemets, c'est pas pour autant que les autres pays vont faire... Comment tu punis un pays? Tu punis pas un pays. C'est politique, dans le sens que t'as des droits de veto, donc il y a toujours quelqu'un qui va lever la main pour protéger son petit pays, qui lui donne du pétrole à côté. Donc, non... Moi, le plus gros changement qu'il y a eu, en fait, qui a opéré dans cette organisation-là, qui fait partie de l'ONU, c'était le droit de punition, entre guillemets. Ça veut dire que ça faisait 70 ans qu'en fait, ils faisaient que discuter et dire, mais à part ça, ça serait des pratiques à mettre en place si vous voulez. Et c'est un peu comme ça que ça se passe. Dès que tu vas dans les gouvernements, c'est long. Ouais, c'est évident. C'est très long. Et pour le coup, là, moi, on m'a proposé l'opportunité de devenir ambassadrice, ce qui normalement n'arrive pas à 24 ans. Tu vois. Et puis, à ce moment ici, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, j'aimais voyager. Du coup, là, tu pouvais aller dans les pays étrangers où il y avait une ambassade suisse. En gros, quand tu veux devenir ambassadeur, tu fais un concours sur 1 an. Et dans ce concours-là, tu as plusieurs trucs, des critères déjà pour arriver à ce concours. Et puis ensuite, voilà. Moi, c'était mon chef, du coup, le directeur de ça, qui voulait que je fasse ça. Mais une fois que tu as fait ça, après, tous les 4 ans, tu bouges de pays. C'est pas toi qui choisis. Ouais.
Mais par contre, après, bah, t'es ambassadeur, donc t'es bien. 54 ans, tu prends ta retraite. J'en sais rien, mais... Ouais, t'as la protection. Ouais, c'est ça. T'as une vie qui est tracée, et t'auras pas de problème de job. Et je pense que c'est quand même un boulot qui aurait été très intéressant. Puis c'est un peu l'autoroute que j'aurais pu prendre. Ouais. Sauf que j'ai été interviewée du coup, des ambassadeurs qui sont déjà dans le métier, etc. Et puis un des trucs qu'on m'a dit que je trouve vrai, il m'a dit, il avait 50 ans, je pense, quelque chose comme ça, 55. Et puis il m'a dit, moi j'ai adoré mon métier, vraiment c'était ultra intéressant au niveau culturel, etc. Mais c'est vrai que toi, en tant que femme, fais attention avec ta famille. Ça va être compliqué. Moi, j'ai une femme qui vie à ton métier, en fait. C'est ça. Et du coup, je me suis un peu dit, écoute, je comprends et je respecte tous ceux qui font ce qu'ils font. Ouais. Et je pense qu'il faut avoir une vocation pour le faire. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que moi, j'aime ma liberté, mais pas forcément qu'on me dise tous les 4 ans, tu bouges d'un côté et puis que je prenne ma famille avec. C'est compliqué. Ouais. Et là aussi, tu vois, je ne savais pas ce que c'était que l'entrepreneuriat. Okay. Je ne savais pas ce que c'était. On ne nous apprend pas. Il n'y a aucun moment dans mon cursus où j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mis à part ça, il y a aussi cette voie-là. Ouais. Et souvent, c'est comme ça que tu construis ta vie, tu vois. Et du coup, je suis partie. Donc, j'ai quitté, entre guillemets, le dream job. Donc, c'était à 24 ans, du coup? Ouais, 24. Okay. Ouais, j'avais 24 ans. Du coup, je suis repartie en Thaïlande parce que j'étais bon, je vais reprendre l'air. Okay. C'était un peu ma sortie de secours en matin. Je vois ça, ouais. J'ai besoin de juste respirer. Okay. Et puis en Thaïlande, justement, je suis entourée de personnes qui vivent leur vie. Tu avais quoi, des digital nomades autour de toi ou... Non, que des athlètes de haut niveau. Okay. En gros, mes potes avec qui je m'entraîne depuis 10 ans, maintenant, ils sont champions du monde. Ouais. Ou championnes du monde. Et je trouve que l'inspiration que tu as quand tu es avec des gens qui vivent leur vie et qui subissent pas, qui ont choisi, en fait, tout simplement, tu vois. Ils subissent leur routine, tu vois, mais ils choisissent vraiment de se pousser à fond. C'est quelque chose que j'avais pas en Suisse. Ok. Cette mentalité d'aller vraiment chercher le bout du bout, quoi. Ouais, de se surpasser et puis d'y croire, en fait. Et tu as fait combien de temps, du coup, en Thaïlande? Tout dans ma vie, je pense 3 ans. Ok. Mais après le... Ouais, j'avais fait 6 mois. Ok. Après, j'étais revenue, j'ai retrouvé un job dans le consulting à Genève parce que j'étais là. Je peux faire des changements de l'intérieur. Tu sais, je m'étais dit, on va faire des investissements durables, etc. Et puis du coup, j'étais dans... voilà, c'était tout ce que on fait avec ce qu'on a au moment où on est. Non, mais c'est vrai. Et c'est beau aussi d'avoir été de l'intérieur aussi pour voir, en fait, non, c'est pas là-bas qu'il y aura des changements non plus. J'étais, mais c'est pas possible. Là, genre, à quel moment ça va bouger, tu vois. Ouais. Et il y a le Covid qui est arrivé. Ouais, donc 2020, 2021. Ouais. Donc là, stop, quoi, tu fais plus rien. Et après ça, par contre, j'ai trouvé un job super intéressant. C'était dans une start-up à Lausanne où on apprenait aux gens à investir par eux-mêmes, sans prendre leur argent. Ouais. Donc en gros, c'était des masterclass. C'est là où j'ai commencé à comprendre les infopreneurs. C'est pas du tout des infopreneurs, mais l'information sur Internet et tout ça. J'étais, mais c'est fou qu'on nous ait jamais appris en fait à investir. Ouais. Tu vois, genre... tu sais pas faire un portfolio, tu sais pas investir par toi-même. J'étais, mais comment c'est possible qu'en Suisse, on est censé être un pays riche et que personne parle d'argent? C'est dingue quand même. Et puis c'est là, moi j'étais en charge des investissements pour aider les femmes à investir par elles-mêmes. Et j'étais, mais en fait le gap, il est tellement grand. On est tellement loin de la réalité. À quel moment une femme va se dire un jour, elle va se lever et puis elle va investir? Elle a tellement manque d'éducation, tu vois. On ne sait même pas prendre de risques. La plupart des femmes prennent de carrière. Moi, on m'avait dit, quand j'ai commencé mon apprentissage, si tu fais un plat de commerce, c'est qu'inconsciemment, tu sais que tu vas pouvoir te mettre à 50%. Comment ça? Dans le sens qu'en tant que femme, tu vas prendre moins de risques parce que tu sais que tu auras une famille et du coup, tu pourras baisser ton taux en faisant ça. Okay. Et c'est un peu vrai, dans le sens que moi, où je suis partie de mon dernier emploi, c'est que j'ai réalisé que j'allais jamais être libre parce que j'avais des responsabilités, parce que du coup, j'allais avoir que 4 mois de congé maternité et puis après, voir mon enfant qu'une heure pour le bain. Et j'étais, mais en fait, moi, j'ai pas envie d'une famille sous ce genre de conditions. C'est pour le mettre dans la garderie pendant 5 jours par semaine, ça n'a pas de sens. Ouais. Et c'est là aussi, je me suis dit, en fait, je sais pas comment, mais il y a bien moyen de construire sa vie. Et j'ai commencé à le partager sur les réseaux sociaux, tous les exercices que je faisais, sur les prises de conscience, sur justement aller chercher en fait au fond de toi qui t'es. Ouais. Parce qu'une fois que tu sais qui t'es, c'est difficile. C'est difficile aussi de te dire non, tu dois faire ça. Peut-être pas en fait. Peut-être que je suis capable de plus. Peut-être que justement, il y a d'autres voies qui, pour le coup, elles n'existent pas encore parce que je les ai pas encore créées. Ouais. Et du coup, mais c'est mon chef qui m'avait beaucoup aidé. Donc là, tu as rejoint du coup cette start-up. Là, tu as vraiment trouvé le truc qui te fait kiffer. Enfin, c'est tout ce côté entrepreneuriat, de passer de l'information via des canaux ou via de la formation.
Ouais, plus... en fait, moi, ce que j'ai réalisé, c'était le trou et le chemin que moi, j'avais parcouru. Ouais. En fait, à 26 ans, j'avais déjà investi plus que ce que mon deuxième pilier pouvait me donner avec les intérêts composés. Et je pouvais le retirer à 56. Et j'étais là, mais à quel moment on vient nous toquer à la porte avec un troisième pilier? Tu vois, genre, je suis là, mais impossible. Ouais. Impossible que notre éducation financière soit ça. Après, voilà, c'est une des plus grosses industries suisses, et l'assurance, c'est comme le pharma, tu vois. C'est pas le pharma qui va te dire, va marcher 40 minutes par jour, va prendre un petit peu de soleil et puis mange correctement, tu vois. Ouais. Puis t'es là, mais au même temps, genre, c'est une responsabilité individuelle, tu peux pas t'attendre. Tu vois, voilà, moi j'ai des belles études, c'est peut-être pas à eux de m'inculper ce genre de choses. Alors, pour moi, oui, ça devrait être dans le système. On devrait apprendre de plus en plus à justement choisir au lieu de subir sa vie, tu vois. Apprendre qu'on est capable, apprendre que en fait, on a tous des dons et des talents et puis que ça se monétarise, que la vente, ça s'apprend, que c'est des compétences, en fait. Ouais. Le problème, c'est que les compétences, ça va te prendre 20 heures de ton temps pour apprendre 80% de ce que tu devrais apprendre. Okay. Il n'y a personne qui met ces 20 heures. Parce qu'au début, c'est tellement difficile. Après 1 heure, ils sont là, je sais toujours pas. Tu arrêtes. Non, mais tu vois, et tu es là, non, continue, quoi, persévère. Et c'est difficile pour tout le monde. Toi, on va parler après de comment investir pour les femmes. Mais ce côté entrepreneuriat, il devrait arriver où dans un parcours scolaire? Où est-ce qu'on devrait commencer à parler d'entrepreneuriat? Moi, j'ai été donné une conférence dans un CO, donc un cycle. Et ils avaient entre 13 et 15 ans, je crois. Ouais, 13 et 15 ans. Et tu sors de l'école obligatoire, du coup. Donc, tu n'as pas de papier, fondamentalement. Ouais. Et tu n'as même pas 18 ans. Est-ce que tu penses que c'est déjà à ce moment-là que tu dois commencer à parler d'entrepreneuriat ou c'est après l'apprentissage ou après les post-scolarités? Je vais te donner un exemple. Ma cousine, pour moi, faites des diplômes, mais utilisez ce temps d'études pour créer ta vie. Exact. Ouais. Et pour apprendre à faire déjà, en fait, couvrir toutes tes dépenses avec ton activité. Ouais. Parce qu'une fois que tu sors, tu es libre. Tu as envie de prendre un job, tu prends un job. Tu n'as pas envie de prendre un job, tu prends pas de job. Tu as envie de continuer, tu persévères. C'est pas facile, l'entrepreneuriat. Ouais. Ça prend du temps, en fait, à te développer en tant qu'humain. Ouais. Donc, tu peux pas du jour au lendemain te dire c'est bon, je fais 1 million. Genre, non, c'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, c'est pas possible, tu vois. Et en fait, c'est par étapes, c'est petit à petit. Et c'est justement aussi trouver des choses déjà où tu as l'envie de faire, où tu as naturellement cette curiosité. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir une passion. J'ai pas une passion. Quoi. Mon premier. C'est pas de la passion, c'est juste en fait un intérêt qui se développe. Ouais. Et après, tu deviens bon, du coup, ton cerveau, il commence à se dire « Ah, c'est génial, vas-y, on continue. Ouais. » Mais au début, c'est souvent pas un truc ultra passionnant. Quoi, ça ressemble pas à grand-chose, l'entrepreneuriat, au tout début. Non, l'entrepreneuriat, non. Par contre, l'activité que tu fais est passionnante. Enfin, en fait, pour moi, en tout cas, dans mon cas, ça a plus été je kiffe ce que je fais actuellement. Et genre, en fait, je peux en faire un business. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment l'intérêt, passion. J'adorais accompagner des boîtes. Et en fait, de discuter avec des entrepreneurs m'a permis après de développer d'autres activités pour faire du marketing, etc. Mais en fait, c'est juste, on n'a pas besoin de tout savoir. Non, comment tu vas y arriver. On s'en fiche. C'est impossible. C'est impossible, tu peux pas. Mais par contre, c'est justement de garder cet esprit ouvert, de garder ce truc de toujours chercher à s'améliorer, chercher à apprendre et puis pas essayer d'avoir une fin en soi. Ouais. Les gens, ils se concentrent tellement sur les résultats qu'ils oublient le processus. Ouais. Alors que si tu te concentres tellement sur le processus, les résultats, ils arrivent. Tu oublies les résultats, mais ils seront de toute manière là. Ouais. Et pour moi, là, pour te donner l'exemple de ma cousine, elle fait physio. Donc, elle est beaucoup dans l'humain, dans la thérapie, etc. Et elle adore le sport. Elle a fait un Ironman à 19 ans. Elle est au top. Mais c'était pour elle, au début, le sport. Et en fait, pendant ses études, elle est à côté de moi. Donc, je lui donne tous les exercices que je donne, etc. Et puis, vraiment, ça m'inspire aussi de devenir meilleure, juste parce qu'on n'a pas d'autres exemples dans la famille, tu vois. Et du coup, elle a commencé à donner des coachings, mais tu vois, dans un parc gratuitement au début, quoi. Ouais. Et maintenant, pendant ses 3 ans d'études, elle a continué à donner des coachings. Et puis, au final, vu qu'elle était déjà dans la santé, il y a certains de ses clients qui venaient en physio qui lui ont demandé de donner des cours de sport. Ouais. Puis du coup, elle était vas-y, on essaye, tu vois. Et d'autres personnes se seraient dit, non, j'ai pas un truc de sport. Ouais, j'ai pas la légitimité. Mais en fait, au début, fais-le gratuit. Ouais. T'es genre, tranquille, t'as rien d'autre à faire que toi et puis aider. Ouais, c'est clair. Et en fait, t'as pas cette pression. La plupart du temps, je trouve que c'est ça qui fonctionne. C'est ton achievement fait que
t'es crédible. Exact. Ouais. Enfin, moi, j'ai percé un compte de 0 à 35 000 abonnés sur Insta. Et du coup, c'était mon achievement pour dire, en fait, je suis crédible pour faire des réseaux sociaux. En fait, la plupart sont à 500, 300 abonnés. Donc, en fait, je suis crédible. Oui. Et la plupart du temps, l'Ironman, c'est clairement ça. En fait, c'est crédible. T'as réussi à te préparer pour faire ça. Donc, en fait, juste partager ce que tu fais, c'est la même chose, en fait. Mais en fait, souvent, dans notre tête, c'est jamais assez. Parce qu'on a toujours ce truc de, en tout cas, tous les entrepreneurs que je vois et que je suis, c'est jamais assez. Et puis au bout d'un moment, après, il y a l'autre côté où il faut un peu se calmer aussi et se dire, tranquille, genre, célèbre aussi tes victoires, genre, ça va aller, parce qu'au final, tu cours tout le temps. Tu t'arrêtes jamais. C'est abusé. Et t'es jamais satisfait, t'es jamais. Et puis, c'est pas le but non plus. Mais justement, c'est quoi être satisfait pour toi? Pour moi, c'est en fait te lever le matin, avoir du plaisir à te lever et te coucher le soir avec satisfaction. Dans le sens que tu te dis, j'ai tout donné ce que je pouvais aujourd'hui. Pour moi, c'est ça. Et dans le sens aussi, être dans le moment présent, pouvoir être là quand tu es là, et pas être en train de tourbiller dans le futur ou dans le passé. Quoi. Ça, c'est un problème. Ouais. Mais j'ai dû m'entraîner. C'est dur. Ouais, c'est pas facile parce qu'on est toujours dans... Mais c'est aussi la société qui te pousse à faire ça. Ouais. C'est jamais assez rapide, c'est jamais assez vite. Puis après, tu te compares à d'autres trucs et puis tu te dis, mais c'est pas assez. Non. Tranquille. Genre vraiment, concentre-toi sur qui t'es et puis vraiment, prends avant-hier, maximum une semaine, compare-toi à toi-même. Ouais. Parce que quand tu vois, toi, ton évolution, même si c'est minime, c'est déjà incroyable. Ouais, c'est clair. C'est des petites victoires qu'il faut aller chercher chaque jour. Ouais. Ça s'entraîne. Et du coup, dans cette coaching pour investir pour les femmes, là, tu retrouves ces petites victoires? Tu arrives à... Alors maintenant, je fais pas ça. Maintenant, je coach vraiment les entrepreneurs, les dirigeants. Mais avant, quand tu faisais... moi, je voyais pas l'impact parce que c'était tout en ligne. Ok. C'est ça, en fait. Souvent, quand tu crées une boîte digitale, tu vois pas les gens. Non. C'est ça que l'agence, aujourd'hui, comme on est en Suisse, on fait quasi tout le temps des cafés, on va boire, on va dans les entreprises. Parce qu'en fait, on voit directement l'impact qu'on a sur les gens. Mais la plupart du temps, c'est juste une publicité Facebook et tu vois, à part des retours sur investissement ou tes stats, tu vois pas grand-chose. Quoi. Ouais, et puis on oublie souvent que c'est des humains quand même. Tu vois. Mais moi, j'avais besoin de... Déjà, moi, je suis partie parce que j'avais besoin de me prouver à moi-même ce que j'avais besoin. En gros, moi, dans la même période, en gros, je me suis fait 2 ligaments en trampoline. Okay. Et moi, j'avais ce sentiment de jamais me sentir légitime. Ouais. Jamais assez... C'est pas que je me sentais pas assez... J'étais où j'étais. Ouais. Je me posais pas trop de questions parce que de base, j'étais nulle dans presque tout, dans le sport, dans les études, donc je me comparais déjà pas. Okay. Moi, j'avais cette chance de commencer d'en bas, donc je pouvais que monter. Il y a d'autres personnes où justement ils sont cette pression parce que ils sont forts. Et du coup, en fait, ils se disent si je tombe, je suis vraiment... ils ont jamais expérimenté qu'est-ce que c'est d'être en bas. C'est clair. Et pour le coup, quand je me suis fait mes ligaments, on m'a dit que je pouvais plus jamais faire de sport de rotation de ma vie. Okay. Et j'avais 26 ans. Et en fait, ça faisait déjà 7 ans que je faisais de la boxe 6 jours par semaine. Pour moi, ça me paraissait impossible. Je dois faire autre chose. Non, c'est clair. Et là, ça m'a réveillée. Et en fait, si tu veux, l'humain, il change soit par inspiration, soit par désespoir. Okay. Et je souhaite le désespoir à personne. Non, mais sincèrement. Et pour le tout coup, j'ai eu quand même le temps de méditer sur pas mal de choses de ma vie parce que j'étais clouée sur mon canapé. Mais ouais, c'est pas cool. Mais la vie, elle te rattrape, ouais. Puis là, moi, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que moi, ça me fait peur? Et je pense qu'il faudrait toujours aller où ça nous fait le plus peur. C'est là où on grandit le plus. Ok. Et là, je suis repartie de nouveau en Thaïlande. Et là, j'ai fait mon premier combat professionnel. Ouais. Donc là, c'était vraiment un gros challenge. Rien que le fait que 2 ans avant, on me disait que je ne pouvais plus faire mon sport. Ouais, tu avais déjà la fierté de pouvoir remonter. Exact, ouais. De revenir, quoi. Puis rien que de me rentraîner. C'est pour ça aussi, tu vois. Moi, je me suis tellement focalisée sur les choses que j'aimais. Pour moi, le sport, c'était un échappatoire. Ouais, c'est clair. C'était vraiment mon plus gros échappatoire. Et maintenant, dans l'entrepreneuriat, je retrouve aussi ce truc de vouloir challenge être à fond. D'être à fond, ouais. Et ça, j'adore. Mais après, je ne sais pas si l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde, du tout. C'est un peu ce que je voulais te poser comme question. C'est quoi pour toi la qualité d'un bon entrepreneur ou ce que tu penses qu'il faudrait avoir? Déjà, est-ce que c'est inné pour toi? Est-ce que c'est des compétences que tu peux acquérir? Je pense que ça s'apprend. En gros, tu as soit ceux qui ont déjà des compétences et qu'ils apprennent à les monétariser. Tu es comptable, tu te mets à ton compte. Ta compétence n'a pas changé. Mais là, c'est marrant parce que là, hier, j'ai parlé de ça avec une de mes clientes où elle est nutritionniste.
mais elle fait extrêmement bien son job. Mais en fait, elle connaît rien au job de l'entrepreneuriat. Ouais. Du coup, elle est spécifique dans son job, elle est géniale. Mais dans le côté entrepreneur... Elle ne sait pas faire. Non. Bah, je pense qu'il faut vouloir l'apprendre. Ouais. Donc, il faut être curieux parce qu'effectivement, tu vois, on se met sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu te dis, mais c'est pas du tout mon métier. Quoi. Pas du tout. On apprend. Hein, voilà. Mais je trouve qu'il y a énormément d'opportunités aujourd'hui. Okay. Et le fait juste de s'intéresser à l'entrepreneuriat, donc entreprendre, c'est faire quelque chose. Ouais. Ok, c'est tout. Et je pense qu'on devrait tous le faire parce qu'il y a tout qui change tellement rapidement maintenant avec l'intelligence artificielle. En fait, croire que ton emploi est sécure, c'est ultra... Ouais, c'est dangereux. C'est dangereux, en fait. Ouais. Alors que, en fait, si tu génères un peu cette curiosité à développer des nouvelles compétences, peu importe ce que c'est, même si tu les utilises, tu les utilises pas, ça pourra toujours te servir. Mais du coup, c'est quoi pour toi, tu as 3 qualités qu'un entrepreneur ou une compétence qu'un entrepreneur devrait avoir? Un bon entrepreneur? Ouais. Être passionné par ce qu'il fait, vouloir le transmettre, l'humain. T'as pas besoin d'aimer l'humain pour réussir. Il y a plein de gens qui, tu regardes sur Internet, ils sont pas humains, et puis c'est pas grave, tu vois. Mais ça dépend ce que tu veux construire. Mais si tu veux... Et ça dépend aussi des critères de réussite. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur réussi? Si je peux te donner ma définition d'un entrepreneur réussi, pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas subi sa vie. Ça veut dire qu'il sait pas... il travaille aussi sur son business, pas que dans son business, parce que ça, c'est aussi deux choses très différentes. Est-ce que tu peux partir et que ton business, il survit, ou est-ce que quand tu pars en vacances, c'est une catastrophe? Est-ce que ton business, il te sert ton style de vie? Ou est-ce que c'est toi qui, du coup, est parti d'un emploi pour travailler 2 fois plus et puis être payé 3 fois moins? Ça aussi, il y a pas mal de risques, en fait. Mais pour moi, en fait, le chemin de l'entrepreneur, comme je le vois, c'est vraiment, en fait, ton cheminement de vie. Donc, c'est plus, moi, en tant que personne, j'ai envie de me développer, j'ai envie de voir jusqu'à où je peux aller. Et je sais que où je veux aller, l'idéal, c'est d'être libre. Après, est-ce que c'est un chiffre? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est ce que tu fais de la journée? Il y a plein de critères qui font que, tu vois. Parce que tu peux être... moi, par exemple, je me sens déjà libre. Je me sens libre de venir faire un podcast ce matin. Je me sens libre de travailler avec les gens, tu vois. Genre, je me sens bien dans ma vie. Et après, c'est juste, en fait, se dire, OK, maintenant, il faut continuer sur cette voie-là, puis voir jusqu'à où tu peux aller. Je vois. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais d'entrepreneuriat? Concrètement, là, moi, j'ai créé, du coup... j'ai pris ces 2 ans quand je suis partie en Thaïlande pour créer une formation, justement, ça s'appelle Enquête de sens et liberté financière. C'est justement pour apprendre, au fait, tous ces trucs de OK, j'ai de l'argent, je gagne mon argent, qu'est-ce que je fais avec ça pour rendre mes choix plus faciles demain? Et là, du coup, je parle aussi de sens. Parce que tu peux gagner de l'argent, mais pas réussir ta vie. Il n'y a pas que les employés, il y a aussi les entrepreneurs. Hein. Dans le sens que tu peux avoir des grosses entreprises, tu peux faire beaucoup d'argent et puis toujours être malheureux. Si c'était pas ta voie. Donc, de faire de l'argent, tu dis, c'est pas ta voie. Tu peux faire de l'argent en étant toi et en ayant... actionner, on va dire, tes dons et tes talents. Et tu peux faire de l'argent en copiant, collant quelque chose d'autre, qui n'est pas forcément toi. Ou qui n'est qu'une étape. Et puis après, du coup, tu as peur de recommencer à zéro parce que du coup, tu en es déjà là. Ou... C'est ça, on voit souvent aussi. Mais concrètement, j'ai ça. Donc ça, c'est plus pour les gens qui n'ont pas encore pris conscience de leur chemin de vie. Et là, tu accompagnes des gens en Suisse romande, du coup? Ou du monde entier? Plutôt francophonie. Au début, j'avais commencé mes insides en anglais. Et après, j'ai réalisé qu'en fait, il n'y avait rien en français. Genre, vraiment, il n'y a rien. Genre, tu as David Laroche, quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est tout. Pas grand-chose. Et en Suisse, encore moins, tu vois. Et c'est tellement dommage. Je suis là, on a tout pour bien faire. Alors là, et puis je pense qu'en fait, c'est le fait d'avoir tout pour bien faire. On a trop de confort, et du coup, on ne fait pas. C'est quoi, avec les gens que tu as accompagnés, le constat que tu fais aujourd'hui? De quoi? Le constat que tu fais de toutes ces personnes que tu as accompagnées. Est-ce qu'il y a un point commun entre ces personnes-là? Ou qui reflètera en fait la société qu'on est aujourd'hui? Alors, dans les personnes que j'accompagne en one-one, c'est pas les mêmes personnes que j'accompagne avec la formation. Dans les one-one, c'est vraiment des personnes qui ont plus en fait réussi déjà. Ils ont percé un peu cet abcès de je me sens pas légitime ou quoi, mais qui ont encore des blessures d'enfance pas résolues. Parce que j'ai l'impression que justement, les personnes qui réussissent très bien dans un domaine, ou qui oublient les autres un peu, ils vont chercher à fuir
une réalité qu'ils ont vécue plus jeune. Ok. Et au bout d'un moment, tu arrives et tu te dis, je suis arrivé, mais je suis toujours pas heureux, quoi. Ok. Et c'est là où tu te dis, en fait, il faut creuser un peu plus profond, il faut justement aller voir qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui et qu'est-ce que tu as envie de devenir. L'important, c'est plus chercher qu'est-ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour améliorer ta situation sur le futur et puis pas être tout le temps en fait, dans la fuite, pas être tout le temps justement, tu vois, de pas rester dans le moment présent parce que tu te sens pas bien, parce que tu te sens que tu fais pas assez ou autre. Puis en fait, ça va. Okay. Tu peux aussi avancer tranquillement, tu peux justement être en paix avec toi-même. En fait, c'est surtout cette paix intérieure que les gens cherchent. Okay. Et ils la trouvent pas parce qu'ils font des choix rapides et plus sur le pansement. Le moment pour combler quelque chose ou bien en fait, il y a des blessures un peu de l'âme. Ça, on en parle pas beaucoup, tu vois. Tu vas un coach sportif, il te dit, tu fais cet exercice, là. Ouais. Puis en fait, quand tu as des blessures d'âme, donc des traumatismes d'enfance ou des choses qui t'ont vraiment touché, il y a tout le monde qui en a. On est tous humains et on a tous, entre guillemets, des trucs à travailler. Et puis c'est constant, c'est pas, voilà. Mais il y a des blessures qui nous font avoir peur de certaines choses et donc de ne pas les affronter. Okay. Et tant que tu n'affrontes pas tes propres démons, au bout d'un moment, tu en souffres. Et donc ça, tu fais des one-to-one avec ces personnes-là pour essayer de combler et trouver... C'est pas essayer, c'est vraiment... je leur apprends... Trouver une solution par rapport à ça, quoi. Je leur apprends en fait à prendre conscience. Ok. Il y a beaucoup de gens, en fait, vu que tu vis ton enfance, tu n'as pas conscience que c'est pas peut-être une enfance normale. Tu n'as pas conscience que tu dois pardonner, tu n'as pas conscience que en fait, ça t'est arrivé pour que tu apprennes, que tu te relèves, que tu fasses plus la même chose. Et puis, si tu brises pas un peu ces chaînes, tu les perpétues en fait aux générations d'après. Ok. Et ça, moi, je vois beaucoup avec les entrepreneurs, c'est le jour où ils ont des enfants, ça change. Ça veut dire en fait, ils réalisent à quel point ils ont un mal-être profond. Okay. Et c'est là où ils se disent, il y a un truc à faire là, c'est pas possible. C'était toujours pas heureux en fait. Mais un mal-être parce que t'es trop dans ton travail ou c'est quoi ? En fait, il faut savoir si t'es en échappatoire dans ton travail. Donc, est-ce que tu essaies de fuir quelque chose ? Est-ce que tu n'arrives pas à être en paix avec toi-même et rester tranquille 5 minutes ? Ok. Ou est-ce que c'est vraiment par inspiration que tu fais ce que tu fais ? Ok. C'est pas la même chose. Je vois pas la différence du coup. Tu vois pas la différence ? Non. En gros, il y a certaines personnes qui vont avancer parce qu'ils ont peur de quelque chose. Donc en fait, ils fuient quelque chose. Et ils font que ça. Ok. Ils sont que là-dedans et en fait, c'est tout. Et il y a d'autres personnes qui, justement, ils font du travail sur eux dans le sens qu'ils avancent par inspiration. C'est pas la même fréquence d'énergie, on va dire. Ok. Donc en fait, imaginons que tu as un salarié lambda qui, lui, cherche sa liberté financière. Il fuirait ce salarié. Enfin, c'est ça que... Ou c'est non, là, je te disais plus de manière émotionnelle dans ce qu'il faisait. Mais un salarié, par exemple, qui veut sa liberté, après, c'est en fait savoir à quel point tu es prêt à payer le prix. Ouais. Parce qu'il y a un prix à payer. Dans tous les cas, tu auras quelque chose à donner en échange. Tu ne peux pas t'attendre à une liberté financière et puis juste attendre comme ça. Et puis voilà, ça ne marche pas. Donc, en gros, c'est plutôt te dire, OK, quel type de personne j'ai envie de devenir ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Et en fait, les gens qui t'inspirent, ils ont tous quelque chose que toi, tu pourrais avoir si tu t'en donnais les moyens. Tu ne serais pas inspiré par quelqu'un qui n'avait pas quelque chose que toi, ça reflétait. Parce qu'on est des miroirs. Et il y a des gens qui vont t'inspirer plus que d'autres. Et en fait, ces qualités ou ces compétences qu'ils ont, toi, tu devrais chercher à te dire comment je peux les mettre en place aujourd'hui pour y arriver, que tu sois employé ou entrepreneur. C'est comme ça, en tout cas, que tu vois le truc. Ok. Et de l'autre côté, tu as ce côté formation, du coup, où là, tu as fait quelque chose pour la francophonie. Et là, tu fais pas de one-to-one, c'est vraiment quelque chose que tu donnes aux gens. Ouais, ça, c'est plus en ligne. C'est sous format quoi, vidéo et module. Et puis, du coup, on peut s'attendre à voir quoi dans cette formation ? En gros, on passe sur les modules premiers, c'est sur le développement personnel. Donc, établir ta vision correctement. Ça, c'est difficile pour les gens. Quand tu demandes... C'est la première chose que j'ai fait à 18 ans. En fait, un ça s'entraîne. De ma vie dans 10 ans. Mais tout le monde le fait, en fait. Et c'est ça que les gens ne réalisent pas. C'est visualiser, c'est tellement fort. C'est une puissance incroyable. C'est une grosse puissance, en fait. Mais il y a aussi ce côté de ne pas te sentir... Tu sais, quand tu fais un moodboard, moi, au début, je n'osais pas le montrer, mon moodboard. Ah, moi non plus. Il est caché dans mon Mac, dans 20 000 dossiers. Je pense qu'il n'y a personne qui l'a déjà vu. Ouais, en fait, c'est parce que au début, tu n'as pas l'impression que c'est réel. Tu n'as pas l'impression que c'est possible, en fait. C'est loin, tu vois. Et après, c'est aussi apprendre aux gens à mettre des plus petites choses. Sinon, tu t'ennuies sur le trajet, tu vois. Tu te dis, c'est juste pas possible et du coup, tu abandonnes. Mais tu peux l'avoir. En 10 ans, tu peux avoir tout ce que tu vois dans ton cœur. Tu l'as déjà re-regardé ?
Moi, je le vois tous les jours. Tu le vois tous les jours, toi? Ok. Ouais. Moi, je vais le checker quand je suis dans le down. C'est là-bas que je vais. Juste pour me rappeler s'il est déjà là-bas et ce que j'avais noté et ce que j'ai pu parcourir, en fait. Ouais. En fait, moi, j'ai les images, je les découpe, puis je les ai sur un truc. Et comme ça, je peux enlever. Ouais, en vrai. Mais tu vois, moi, j'ai commencé à faire ça il y a peut-être 3-4 ans. Ok, ouais. Avant, j'étais dans un tunnel. Il faut absolument que je sorte de ce truc. Faut que je sorte de ce truc. Ouais. Et ce truc, c'était entre guillemets la pauvreté. C'est tellement impressionnant la puissance de ce truc. Ouais. Et puis maintenant j'avance par inspiration. C'est différent. Ouais. Moi, il y a le mood board en haut et il y a le pourquoi en bas avec un texte qui fait, je sais pas, 10 lignes, c'est tout petit, mais au moins tu sais pourquoi tu travailles. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, là, tu as ce côté-là de l'entrepreneuriat. Ouais, il y a vraiment ce côté découvrir un peu vraiment qui t'aide à un questionnaire, ça s'appelle l'UT, questionnaire de soi, où tu vas vraiment chercher dans ton enfance qu'est-ce qui est les schémas répétitifs de ta vie, etc. Donc en gros, ils peuvent s'auto-analyser, même s'ils ne comprennent pas tout. Moi, c'est le genre d'exercice que j'ai fait il y a, 7 ans. Ouais. Et j'ai retrouvé les réponses. J'étais waouh, en fait, c'est vrai. C'est ça que je voulais, tu vois. Je le savais, tu vois. On a tous un peu ce subconscient et ce conscient. Ouais. Et le problème, c'est que la plupart des gens, ils font des choix mentaux. Mais notre subconscient, il est connecté à 5 à 10% à notre mental. Il a 95% avec notre corps. Non, mais sérieusement. Moi, tous mes accidents, c'était clair. C'est pas là-bas que tu vas. Ok, d'accord, c'est pas là-bas que je vais. J'ai compris. Non, mais c'est vrai. Et ça, on n'en parle jamais. Ouais. Mais tu peux écouter, tu sens quand tu te sens bien avec des gens, tu sens ce genre de choses. C'est juste qu'on ne nous apprend pas à soit nous écouter, soit on se fait pas confiance. Et puis du coup, tu fais pas, et puis tu fais l'inverse. Puis après, à chaque fois, tu es là, mais pourquoi j'ai pas fait? C'est comme ça. Mais du coup, il y a cette partie-là, parce que pour moi, c'est vraiment important de savoir qui t'es. Tu peux faire tout l'argent du monde et toujours être malheureux, ça changera pas trop le problème. Après, il y a aussi le côté santé. Moi, je suis beaucoup dans le sport, donc tout ce qui est justement apprendre à manger correctement, manger des protéines, tout simple, mais pas aller dans les détails, parce que pour moi, c'est juste une overview. Ouais. Et après, il y a tout le côté finance personnelle. Ouais. Comment tu gères ton argent, comment tu te fais un budget. La plupart des gens, ils ne savent même pas où leur argent tous les mois passe. Ça, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. Ils ne savent même pas économiser. En fait, tu économises au début du mois, pas à la fin. Totalement. Tu vois, c'est pas t'attends qu'il y a un truc sur ton compte. T'attends qu'il reste quelque chose. Ton cerveau, il va tout dépenser, c'est sûr. Dépenser. Non, mais c'est mort. Et automatiser un maximum pour justement que ça devienne le plus facile possible. Ouais. Et après, en fait, connaître ta vision et où tu vas aller. Si tu me dis, OK, je veux être libre financièrement, entre nous, tu n'as pas trop de choix. C'est l'entrepreneuriat, c'est l'automatisation et puis quatre piliers. En gros, c'est utiliser des effets de levier. Ouais. Donc, code, médias, les employés ou le capital. Okay. Donc, tu en as 4. Il n'y a personne qui fait de l'argent sans avoir des piliers, sans avoir des effets de levier, pardon. Ouais. Et après, justement, il y a toute la partie investissement où là, vraiment, dans les détails, tu apprends à ouvrir un compte sur Interactive Brokers, donc un propre plateforme, tu apprends à faire ton portfolio. Là, tu vois, j'ai des masterclass avec des fiscalistes, j'ai des masterclass avec des gestionnaires de fortune. Gestionnaire de fortune, Adrien Picot, il a 28 ans, il a fait son premier million. Ah, c'est cool. Tu vois, tout seul. Et ça, c'est des gens que j'ai connus au travers d'où je travaillais avant dans la start-up. Tu vois, c'est que des gens, ils cherchent en fait. Ils cherchent à être bien dans leur vie et ils aiment apprendre aux autres aussi à le faire. Ouais. Et pour moi, c'est tout ce qui est en rapport à ça en fait. Okay. C'est pas te dire c'est parce que j'ai investi que je vais être libre financièrement. Ça, c'est pas du tout. En fait, ça, c'est stabiliser ton argent. Moi, j'avais ce truc où je pensais qu'on était tous comme ça, en fait. Parce que moi, j'ai fait une apprentissage dans la banque. Ouais. Je bossais à l'UBS. Puis après, je suis parti en banque privée. Donc, elle a constitué un portfolio, etc. Je l'ai acquise. Mais je pensais que c'était tout le monde qui avait ces mêmes connaissances. Et en fait, quand je suis sorti de la banque, je me suis rendu compte, en fait. À quel point... Ouais, c'est différent. Enfin, quand tu dis que tu investis tous les mois... Enfin, pour moi, ça me paraissait normal d'investir tous les mois parce qu'il y a une partie qui est composée de ça, que ce soit sous forme de produits structurés, sous forme d'options ou autre. Et là, en fait, tu te dis, en fait, les gens, ils mettent rien de côté, voire ils mettent juste sur un compte épargne et il ne se passera rien, en fait. Pour moi, le pire, entre guillemets, et après, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, tu vois. Mais en fait, c'est juste que les seules personnes qui vont apprendre aux gens, c'est les 3e piliers. C'est les assureurs qui arrivent et puis c'est des vendeurs. Oui, mais en gros, ils sont payés à la commission. Ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est le concept sur 50 même. 50 ans presque, 40 ans. Ouais, mais tu vois, et ça me fait tellement de la peine parce que du coup, ils prennent 300, 400 francs à des gens qui gagnent 4000, 5000 francs, tu vois. Ouais, c'est le minimum, ça qu'ils prennent. Ouais, et tu sais, t'es un peu là, mais ça n'a pas de sens, en fait. Tu pourrais faire tellement mieux tout seul. Ok. Et on ne leur apprend pas.
Mais tu penses que c'est parce qu'il y a un côté j'ai la flemme et en fait j'ai pas envie de m'intéresser? Il y a de la peur. Tout ce qui est en rapport avec les finances, c'est en rapport avec les émotions. Et en fait, on t'apprend pas à gérer ta finance. Mais dès que tu commences à prendre la main dessus, c'est là aussi que tu te dis... c'est là que tu te rends compte des choses, en fait. Bien sûr. Tu es complètement aveuglé. Il y a X montant qui part dans des abonnements. Déjà, en fait, c'est dans les petites choses. Les gens, ils imaginent qu'il faut gagner le million. Mais tu n'as pas besoin de gagner 1 million pour être bien en Suisse. Tu vois, genre, tu as besoin de... Toi, pour toi, il faudrait combien en Suisse pour être bien? Ça dépend. Mais en fait, pour moi, c'est des phases. Enfin, tu dis, OK, je cherche des revenus passifs. Comme ça, je peux vraiment profiter. En Suisse, pour toi, il faudrait combien? En gros, je peux te dire mon exemple de vie. Pour que ça soit réalisable en un temps convenable. Voilà. En fait, pour moi, les 5 premières années, c'est aller chercher 3 000 francs. Par mois? Ouais. Okay. De passif, entre guillemets. Ouais. Mais pour moi, donc, via ces 4 piliers que tu dis? Capital. Ça, c'est plus le côté entrepreneuriat. Passif, ça serait plus de l'immobilier, la bourse. Mais tu vois, pour moi, la bourse, c'est pour ma retraite. Pour les intérêts composés. Donc, c'est un truc que je ne toucherai pas le capital et je réinvestis juste à chaque fois. La crypto, c'est justement pour développer un plus gros capital plus rapidement et l'investir dans l'immobilier pour avoir des revenus passifs grâce au loyer. Mais parce que moi, je viens juste d'une famille où il n'y avait pas d'argent. Donc, il n'y avait pas le choix, tu vois. Donc, il faut aussi apprendre à prendre des risques. Mais pour moi, en fait, ta capacité à générer de l'argent en tant que personne, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est pas le passif. En fait, si toi, pendant ta journée, tu peux être payé pour être toi, tu as déjà tout gagné. Et après, c'est justement commencer à réfléchir avec des automatisations. Peut-être que ce qui se répète tout le temps, je peux le faire en formation en ligne ou peut-être, tu vois, et réfléchir différemment et voir plus loin et plus grand, en fait. Mais pour moi, en fait, déjà, toute la journée, il faudrait faire des choses que tu aimes et monétariser ça. Et après, ça dépend de ton style de vie, en fait. Tant que tu arrives à garder ton style de vie le plus bas possible. Et c'est pour ça que moi, j'inciterais les gens, un peu dans leurs études, à commencer à avoir des activités à côté. Bien sûr. Parce qu'en fait, ton style de vie, il est tellement bas quand tu es étudiant que c'est facile en fait, de réaliser que tu arrives à faire, à couvrir tes dépenses. 500 francs, c'est 500 francs net presque. Ouais, c'est ça. Parce que tu n'as pas de charge autre. Non, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de... Ouais, exactement. Exact. Et du coup, en fait, déjà, réussir à mettre de côté, c'est déjà une compétence dans ce pays. Moi, à 18 ans, quand je voulais partir en Australie... C'est terrible, ça, de ce que tu dis, de dire que mettre de côté, c'est une compétence. Mais c'est une compétence. Mais c'est terrible. Oui, mais les gens dépensent tellement alors qu'ils n'ont pas besoin. On a tous les premiers trucs hi-fi, les nouvelles télés, les nouveaux machins. Il y a tout qui est nouveau chez nous. Moi, je pense que je vis dans une grotte, vraiment. Parce que moi, je vois pas ça. Ouais, mais tu t'imagines même pas dans quel monde ils vivent. Ils ont tous des belles voitures. Tu sors d'apprentissage, ils ont tous, à 18 ans, ils ont tous une voiture en leasing. 500 balles le leasing par mois pour ton Audi A1. Non, mais sincèrement. Tu vois? Et moi, j'étais là, mais... Moi, j'ai jamais été là-dedans parce que j'ai toujours investi en moi et dans mes études. Bien sûr, ouais. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. On est beaucoup dans le paraître en Suisse. On est beaucoup dans le paraître. C'est vrai. Bien sûr. C'est vrai que moi, je me suis rendu compte quand je suis parti en Norvège. Je suis parti 2 semaines seul en Norvège. C'est cadeau. J'avais juste un billet à aller. Et là-bas, ils ont une autre façon de penser dans le Nord. Où c'est pas du tout dans le paraître. T'es plutôt dans le... On est content de ce que l'État nous donne, on est content du cadre de vie qu'on a, on est content de payer des impôts. J'ai jamais vu des gens autant heureux de payer des impôts dans le Nord, parce qu'en fait, ils avaient un cadre de vie qui était en accord avec leur rythme de vie à eux, en fait. Il n'y avait pas un déséquilibre par rapport à ça. Alors qu'ici, t'as l'impression qu'en bas, ils tirent tout ce qu'ils peuvent, et en haut, ils ont l'impression de payer tout ce qu'ils doivent. Du coup, t'as un déséquilibre par rapport à ça. Et en France, c'est encore pire. Mais ça... on va pas en parler. Mais non, en gros, on a un beau système quand même en Suisse, mais le problème, c'est que les gens, ils n'ont pas le temps. En gros, ta routine de travail... Moi, j'ai vécu à l'étranger, donc je sais que dans d'autres pays, c'est beaucoup plus chill. Tu vois, tu as le droit de respirer, puis d'être tranquille et de vivre. Tu vois. En Suisse, je pense qu'un Suisse, tu lui dis, tu vas au chômage, il n'est pas bien. Il est pas bien. Il est pas bien. Ah, ça, je sais, il est en PLS total. Totalement. Et il y va pas, tu vois. Non, il préfère ne pas aller. Ouais, je préfère faire un burn-out, tirer jusqu'au bout. Et puis, non, parce que la société, elle te met vraiment... la première question qu'on te demande en Suisse, c'est qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est vrai, putain. C'est terrible. Pour te mettre dans une petite case. Non, mais c'est vrai. Tu peux pas rien faire. Et moi, je pense que le plus difficile d'entreprendre, quand justement, tu as un beau master, tu avais les beaux jobs et tout, c'est de revenir à un stade où tu sais pas ce que tu fais. Ouais. Tu sais pas quoi leur dire, en fait. C'est un peu là. Je découvre. J'ai pas fait grand-chose. Moi, j'ai vécu hyper tôt ce truc. Parce que moi, j'étais en... Je crois qu'en survaux, c'est VP. Je sais pas. Voie pré-gymnasiale. Ok, pré-gymnasiale.
Et du coup, tu vas absolument au collège. Enfin, tu fais direct collège, uni, etc. Et moi, j'étais le seul dans la classe à faire un apprentissage. Ouais, ok. Du coup, tu as tous les profs qui disent mais pourquoi tu fais un apprentissage? Parce que j'ai envie de faire un apprentissage. Enfin, j'ai pas envie d'aller faire des études et j'ai pas envie d'aller à l'uni, quoi. Ouais. Et j'ai essayé la haute école de gestion à Fribourg. Et en fait, l'entrepreneuriat a pris dessus. Ouais. J'ai arrivé à faire du e-commerce et je faisais tourner mes boutiques e-commerce mensuellement. Puis je n'avais aucun intérêt d'avoir la HEG. Ouais, c'est un peu. Puis t'as bien fait, quoi. T'as bien fait. Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil. J'ai pris la solution. Voilà, t'as pris ce que je préférais. Là, je comprends le côté passion et je me dis, je préfère largement faire ça plutôt que faire des études, quoi. Ouais. Et il y a d'autres personnes qui sont ultra scolaires et du coup, c'est très difficile pour eux aussi, tu vois, de se dire, peut-être qu'il y aurait d'autres trucs, mais ils ne peuvent pas réfléchir différemment parce qu'on leur a toujours dit que c'était la voie, quoi. C'est fou de se dire que là, de mettre de côté de l'argent, c'est une compétence. Oui, c'est une compétence. Ça paraît dingue, en fait. Moi, j'ai réalisé ça tard parce que, en fait, moi, je me suis toujours mis des objectifs. Tu vois, genre en apprentissage, on ne gagnait pas grand-chose. Ouais, bien sûr. Mais mon rêve, c'était de partir en Australie. Je savais combien il me fallait. Et genre, j'ai économisé sur 3 ans 18 000 francs. Ça paraît énorme, alors que tu gagnais rien du tout. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, je parle d'investissement. Je parle à mes amis qui ont travaillé en fait, depuis leurs 18 ans à maintenant. Et je suis là, mais t'as ça de côté? Tu vois? Je suis là, mais t'as fait quoi? Et en fait, tu pars en vacances, ça te coûte cher. Surtout que, en fait, vu que tu veux décompresser d'une vie beaucoup trop rapide, du coup, tu pars tes 4 semaines, tu dépenses 4 000 balles. Quoi. Moi, en Thaïlande, je dépense 1 000 francs par mois. Hein. Ouais, c'est clair. Je dépense pas 4 000 francs par mois, tu vois. Sûr. Genre, ça, c'est parce que t'as pas le temps, tu prends des gros hôtels, des gros machins, et puis tu flambes. Et même pour y aller, pour faire sortir 4 000 francs par mois en Thaïlande, non. Enfin, moi, je suis allé à Bali 3 fois. C'est 1 000 francs le billet d'avion et 1 000 francs sur place, quoi. Ouais, ça dépend des gens. Et puis, j'avais pas l'impression d'être dans les pires hôtels du monde, tu vois. Non, bien sûr que non, mais après, quoi. Ok. Non, tu bouges à l'interne, tu fais les trucs et tout. Ouais, c'est clair. Et puis pareil, tu vois, t'as pas le temps de manger, du coup, tu manges n'importe comment à midi, tu manges tout le temps dehors. Le soir, du coup, le week-end, tu veux décompresser, du coup, tu bois de l'alcool, un concept. Moi, je bois pas d'alcool. Moi non plus. Je fais beaucoup d'économies là-dessus. Mais bien sûr, c'est 500 balles par mois qui dépensent, voire plus. 500 balles. Non, mais t'imagines même pas. Et moi, j'ai jamais, depuis mes 19 ans, je bois pas d'alcool parce que je suis à fond dans le sport. Et tu sais, des fois, à chaque fois que je reviens en Suisse, moi, ça me choque. Tu vas faire des apéros, tu payes la tournée. Tu sors en boîte, quoi, ils font que ça. Ils dépensent tout le temps. Ils dépensent tout le temps. Tout le temps. Ah, c'est fou. Au bout d'un moment, tu veux dire quoi? T'es là, Mais ça, tu le ressens quand tu fais des entretiens ou autre. Mais moi, je vis dans une autre planète. Hein. Okay. Je vis dans une autre planète. Les gens que je côtoie, ils sont comme moi, tu vois. Ouais. Au bout d'un moment, ton entourage fait que... Mais alors, c'était difficile de les trouver. Hein. Ouais. Ils se cachent tous dans des grottes. Non, mais vraiment, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, sûr, non. Je suis connectée avec le monde ici parce que j'ai quand même mes amis d'enfance, etc. Mais le fait d'avoir voyagé, d'être partie, une fois que tu pars, en fait, il n'y a que toi. En fait, c'est dès que tu pars, je pense. Ouais, tu sors de ce truc. Ouais. Tu te dis déjà, tu as de la chance d'être en Suisse. Ouais, pour pas mal de choses, ça a de la chance. Pas mal de choses, quand même, tu as de la chance d'être en Suisse. Ouais. Moi, j'ai découvert les hôpitaux en Thaïlande. Ah ouais, moi aussi. Super expérience, je suis revenue. Super expérience, hein. J'ai eu une attaque des moustiques tigres. Et en fait, j'allais au petit déjeuner de l'hôtel. Et ma copine, elle avait un t-shirt noir et moi un t-shirt blanc. Et je crois que mauvaise idée d'avoir un t-shirt blanc là-bas à ce moment-là. Et en fait, il y a un essaim qui a débarqué. Okay. Et je me suis fait piquer 8 fois à la tête et au bras. Et du coup, ça allait bien. J'ai mis genre baume du tigre, tu vois. Et 2 heures après, le mal complet. Envoyé à l'hôpital. Et du coup, en fait, c'est vraiment des box avec des rideaux. Et t'avais une personne qui se faisait opérer de la jambe à ma droite. Et à ma gauche, on avait une autre qui était en train de se faire opérer le bras. Tu te dis, ouais, c'est chaud. Et il y avait ma copine qui était en train de discuter avec la réception pour savoir comment ça fonctionne une carte d'assurance et puis dire que voilà, on était en Suisse, etc. Mais l'enfer. L'enfer. La santé, là, tu réalises... quoi. Moi, j'étais partie en Thaïlande en me disant, si j'ai envie de rester, je resterai. Tu sais, j'ai lâché ma voiture, l'appart, j'avais tout, tu vois, j'étais bien en Suisse. Et la santé, non. Ça, c'est vraiment un truc fou en Suisse. Hein. Ça, c'est bien. Hein. On ne se rend pas compte quand tu es à l'étranger. Mais... On est complètement là. Complet.
Mais il y a tout le monde qui se plaint des caisse maladie. Ouais, mais on ne réalise pas à quel point ça tourne. Ouais, c'est incroyable. Parce que là-bas, la première chose qu'on m'a dit, c'est paye. Ouais. Okay. Genre, paye avant de rentrer, tu vois. Ouais. Et c'est terrible, je trouve. C'est terrible. Et on se rend pas compte. Ouais, même la qualité des soins. Moi, en gros, tu vois, à la boxe thaïlandaise, c'est pas non plus les endroits les plus propres du monde. Ouais. Il y en a des qui débarquent avec des staphs. Tu vois ce que c'est ? Non. C'est une infection en fait de la peau, quoi. Et, je sais pas, ils ont une ouverture, puis il y a une bactérie qui s'est mise dedans, puis en fait ça fait ça se gonfle de l'intérieur, puis ça se bouffe. En gros, c'est une infection qui te mange de l'intérieur. Et du coup, moi, j'en ai eu une à la main parce que j'avais une piqûre de moustique. Et genre ma main, elle est devenue énorme. Comme ça, genre. Et je suis allée du coup chez le docteur. Ils ont désinfecté, je sais pas quoi. Et le lendemain, je reviens, c'était pire. Et en fait, tu comprends rien ce qu'ils disent. Ils parlent pas anglais. Non, rien. Genre, et tu sais, t'as ta santé qui est en jeu. Et là, ils me disent, si ça touche les tendons, en gros, t'as plus de doigts. Wow. Wow, tu fais... J'étais c'était pas mon programme. On fait quoi? Tu vois, et puis ils ont même pas vraiment de solution, en fait. Non, rien. Moi, je me souviens qu'ils étaient arrivés avec 8 médicaments. Et puis tous écrits en thaïlandais. Des doses, Et j'étais là, ok, merci. Et j'ai pas touché un seul de ces médicaments. Je dis, je sais même pas ce qu'il y a dedans, j'en sais rien. Et j'ai juste trouvé un truc qui est européen pour avoir une équivalence. Compenser, quoi. Moi, j'étais rentrée en Suisse. Ouais, je peux comprendre. Aller au HUG ou au CHU. Au secours, s'il vous plaît, dis-moi. Okay. Ouais, non, là, quand ça touche à la santé, c'est là aussi tu réalises. Tu vois, pareil, moi, je me serais pas vue vraiment vivre en Thaïlande avec des enfants, les scolariser. Quoi. Il y a des écoles privées qui sont géniales, tu vois, t'as Missouri. Moi, j'ai des amis du coup qui vivent là-bas avec leur famille et puis ils me disaient, franchement, je préfère travailler en télétravail là-bas et puis mettre ma fille au Missouri, c'est 6 000 francs par année, tu vois. C'est clair. Puis elle est bien, elle fait des petites activités dans la terre, elle apprend à se développer et tout, puis qu'il y a un système de l'autre côté, quoi. Ouais. S'il y avait un pays que tu devrais habiter hors que la Suisse? Franchement, pour avoir beaucoup voyagé, je pense que pour avoir une famille, je resterais en Suisse, mais ce que j'aimais pas à la Suisse, c'était le fait de pas pouvoir être moi toute la journée. Okay. C'était le fait de devoir aller travailler, d'avoir des bouchons le matin, rentrer, tu as encore des bouchons. Le week-end, tu fais ça, tu vas au ski, c'est plein. Quoi. Ce côté-là, de ne pas avoir de flexibilité, je pense que tu peux en trouver dans... Il y a tout le monde qui te dira « Oui, non, mais tu peux te mettre... » Oui, d'accord, très bien. Mais en fait, moi, c'est plus chercher cette tranquillité d'esprit aussi. Okay. Et en Suisse, tu l'as. Tu peux vraiment l'avoir. C'est juste pas rentrer dans ce schéma du... il faut absolument avoir un 100%, être manager. Ouais. Et nous, on est plutôt dans le côté jeune, parce qu'on n'a pas forcément de... Enfin, je sais pas si tu as des enfants ou autre, mais c'est facile de pivoter, entre guillemets, parce qu'on n'a pas trop de charges fixes, entre guillemets. Pour une personne qui a 40 ou 50 ans, qui réalise en fait qu'il n'est pas sur la bonne voie et que peut-être les 10 ou 15 dernières années de sa vie professionnelle, il veut faire autre chose. T'en as qui ont ce flip à ce moment-là et qui veulent changer. Et puis comment tu les abordes en fait finalement? Parce que ils ont d'autres charges en fait, ils ont d'autres choses. Bien sûr. Est-ce qu'il y a... alors moi dans les coachings, moi j'ai déjà des entrepreneurs, j'ai déjà des gens qui sont déjà dans le faire et l'être de l'autre côté. Mais ce qui est un peu triste, et je pense que nous on est un peu la première génération à pouvoir devenir très conscient assez rapidement. Clairement, mais trop tôt je trouve. Peut-être. Moi je pense qu'il y a un côté... Il faut avoir cette conscience, mais on est... Ceux qui sont encore plus jeunes que moi, ils veulent tout de suite, ils veulent tout changer tout de suite. Ça demande quand même du temps. Ils ont moins ce truc de... En fait, tu peux travailler, mais comme tu dis, il y a des sacrifices à avoir. Moi, j'ai sacrifié 3 ans de ma vie à rester chez moi pour bosser sur mes business, pour que maintenant, aujourd'hui, je puisse vraiment m'épanouir différemment. C'est 3 ans de ma vie où je ne récupérerai jamais, en fait. Bah oui. Pareil, hein, quand j'ai fait la formation, il n'y a que ça, tu vois, il n'y a que ça dans ta vie. J'en parlais avant... hier avec un client, avant il n'y avait pas de ChatGPT. Moi je me souviens quand je faisais des boutiques e-commerce, j'allais sur Amazon pour voir les descriptions de produits, pour m'inspirer en fait. Et t'avais pas, tu tapes en prompt et t'as tout qui te sort en un coup.
Mais ça, là, tu vois ça, parce que maintenant, toi, tu es dans le domaine, mais 98% de la population ne comprennent même pas encore. Ouais, peut-être, alors ça... Ils ne savent pas. Okay. Et ils ne savent même pas à quel point ça va changer tout. Ouais. Ils ne comprennent pas. Moi, il y a 4 ans, je m'étais posé la question. J'étais en fait, dans 10 ans, il y aura l'intelligence artificielle qui va remplacer 40% des jobs. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Parce que va expliquer à quelqu'un de 50 ans qui vient de passer 50 ans de sa vie à faire un truc qui forcément ne garantirait même pas sa retraite. Ouais. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Ouais. C'est hardcore quand même. Et puis c'est pas le but. En fait, pour moi, le plus tôt possible, tu commences à réaliser que tout est difficile et que c'est ok. Ouais, c'est ok. C'est juste que soit tu fais des choses. C'est comme ça et ça sent tu. C'est bon, tu vois, genre. Mais c'est soit tu fais des choix faciles aujourd'hui et puis que ça rend ta vie difficile demain, soit tu commences à te poser des questions et puis faire des choix un peu plus difficiles aujourd'hui. Ouais. T'es pas obligé de faire des changements drastiques. Moi, c'est ce que j'apprends dans tout ce que j'essaie d'enseigner, c'est chercher en fait la progression, pas la perfection, et chercher juste en fait à faire un petit peu. Ouais, un petit peu. On réalise pas à quel point juste 1% de mieux, c'est déjà incroyable. C'est déjà incroyable. T'as pas besoin de faire plus en fait. Non, c'est clair. Mais du coup, tu parlais de la génération là de jeunes. Tu penses qu'on est la première génération qui a cette conscience? Bah moi, je vois ceux de 24 plus jeunes que moi qui sont bien plus conscients que nous. Moi, c'est le plus difficile, c'est discuter avec des gens de 30 ans. Mais tu sais, je suis là. Mais... Moi, je suis la génération de 24. Hein. Ouais, toi, t'es la bah, ça se voit. Ouais. Genre, moi, les gens de mon âge. Mais des fois, je suis là, mais qu'est-ce que. Okay. À quel moment, en fait? À quel moment ça te paraît logique, tu vois? Ouais. Genre, bah, parce qu'ils sont entre le. On nous a donné un bon exemple dans le sens que la plupart des parents de 55, ils ont quand même bien vécu. Ouais, ils ont eu des belles années. Ouais, ils ont eu des belles années, ils ont grandi dans une belle maison, etc. Ouais. Et ils ont ce confort. Et après, bah, tu te dis, bah, ok, d'accord, tu as ce confort. Mais toi, dans ta vie, tu veux faire quoi? Et ils ne se posent pas de questions, en fait. Ouais. Ils se disent, bah, j'ai mon bon job, j'ai ma voiture. Moi, mon angoisse, c'était le mariage à 25 ans avec le chien et la maison. 25 ans, c'était mon tout. C'était terrible. C'était mon truc. Pour moi, c'était si j'ai ça, c'est que j'ai un problème. Ouais, ça faisait trop peur, en fait. C'est quoi qui te faisait peur? C'est comme ça et c'est pas autrement. Ok. De se dire, ok, c'est d'abord il faut faire ça, après c'est ça, après c'est ça, après c'est comme ça. Et d'avoir ce schéma de vie bloqué, ça me faisait trop peur. C'est une grande partie pour ça que j'ai entrepris. Ok. De sortir de ce côté. En fait, quand je suis rentré à l'UBS, les gens faisaient 50 ans à l'UBS, enfin, toute leur carrière à l'UBS. Et tu t'es baigné dans des gens qui, ça fait 20 ans, qui ont 30 ans dans la boîte. Et tu te dis, waouh, 30 ans. Moi, j'ai même pas 30 ans. Moi, j'ai la moitié de 30 ans, tu vois, quand je suis rentré. Et je dis, mais c'est fou, en fait. Moi, je ne me vois pas du tout faire ce genre de truc. Avec du recul, maintenant, je comprends que dans une carrière, tu as différents jobs. Même si tu restes dans la même société. Tu vas chez Nestlé, tu vas dans ces multinationales, tu peux changer de secteur et tu changes de métier. Ouais. Mais à 15 ans, 20 ans, c'est terrible. Tu ne te rends pas compte de tout ça. Et ça faisait peur. Ouais. Ça faisait peur. Ouais, vraiment. Bah, je pense qu'on a aussi un peu la génération où on a tellement de choix que c'est difficile d'en prendre. Ouais. Mais tu crois que c'est un problème d'avoir trop de choix? Pour l'humain, c'est difficile. Ok. Et en fait, on a l'illusion du choix. Ok. De base, généralement, tu vas prendre un peu les mêmes choix qui sont déjà été pris. Alors ça, dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas. Ouais. À moins que justement, tu te poses et que tu te demandes ce que toi, tu veux mais vraiment. C'est impossible au début quand tu es trop dans le truc. Ouais. Tu fais le plus simple. Plus ou moins. Mais après, est-ce que le plus simple... En fait, le problème, c'est justement, ça, c'est un peu lié à tes traumatismes. Tu as tendance à aller chercher un truc qui te paraît être familier. Ouais, le familier n'est pas forcément le meilleur pour toi. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que vous, votre génération de plus jeunes, en fait, on devrait juste inculper le fait que travailler dur, c'est normal. Mais travailler dur dans les bonnes choses. Ouais. Mais le problème, c'est que travailler dur, ils ne comprennent pas. Non, et c'est trop facile. Ouais. Et en fait, on ne leur rend pas service. En fait, travailler dur, c'est un peu ce problème de... Il y a l'équilibre pro-perso. Et je pense qu'il a été trop mis en avant, ce truc, trop équilibre pro-perso. Dans le sens où aujourd'hui, les gens veulent beaucoup de perso et pas beaucoup donner en pro. Et le pas beaucoup donner en pro, c'est pour les entreprises. Mais du coup, s'ils donnent pas beaucoup pour les entreprises, ils vont pas beaucoup donner pour eux-mêmes non plus. Parce qu'ils ont ce même schéma. C'est le travail, en fait. Et du coup, le problème, c'est que ils font beaucoup moins, mais ils veulent beaucoup plus.
des sacrées ouais, disparités. C'est... Tu peux avoir beaucoup plus en faisant beaucoup moins, mais tu dois Après. avoir des sacrifices avant d'avoir fait beaucoup plus et avoir eu beaucoup moins. Ouais, pendant très longtemps. Ouais. Ouais, bah on dit en arts martiaux que ça prend 10 ans à devenir un expert, ceinture noire. Ouais. Et je pense que c'est raisonnable. Ouais. Donc, dans le sens qu'avant de devenir vraiment très fort, tu seras nul, quoi. Bah, faut avoir l'humilité d'écouter les gens, en fait. Aussi, ouais. Et d'apprendre des plus âgés, de se planter, de faire plein de choses. Et aujourd'hui, on n'a pas envie de se planter. En fait, il y a je pense que le truc des réseaux sociaux où tu vois que le bon côté. Le bon côté. Ouais, ça aide pas. Non. Parce que du coup, dès que tu as un petit échec ou des choses qui vraiment, ça arrive, c'est normal, tu vois. Ouais. Tu sais pas ce que c'est. Et je pense qu'il y a, du coup, on revient sur le regard des autres. Ouais, ça, c'est les peurs. De l'échec. Bien sûr. Mais ton cerveau, en fait, n'est pas fait pour que tu deviennes ta meilleure version, entre guillemets, parce que ton cerveau, il n'a pas vraiment évolué depuis l'âge des cavernes. Non, mais sérieusement, on a 6000 ans dans notre cerveau. Et dans notre mécanisme, si tu te faisais rejeter, du coup, tu ne pouvais plus aller chasser du mammouth tout seul, du coup, tu allais mourir. Mais c'est un peu ça. Et le truc du regard des autres, il n'y a personne, tout le monde s'en fiche, en fait, de ta vie. Même ta mère, elle dort, elle ne pense pas à toi. Et la plupart des gens, ils n'arrivent pas à capter ça, en fait. Ouais. C'est juste ça. C'est de te dire, tu verras qu'au bout d'un moment, à force de faire les choses que toi, tu veux faire, les gens ils vont te regarder comme si c'était normal et c'était ta vie. Tu sais, quoi. Au bout d'un moment, tu deviens super entrepreneur, tu fais ta vie, il y a tout le monde qui pense que tu es né comme ça. Putain, là. Non. Pas vraiment, non. Il s'est passé quelque chose avant. Ouais, il y a eu pas mal d'étapes entre deux. Entre deux. Ouais. Mais il y avait quelqu'un qui disait si tu veux entreprendre quelque chose, tu t'enfermes pendant 3 ans, tu montres rien et d'un coup tu ressors et tu te reviens meilleur. Je pense pas. Je pense que tu apprends plus. En partageant. Ouais. Moi, j'ai toujours appris comme ça. Ok. Après, c'est moi. En fait, ce qui était dur, c'est que au début, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'entourage proche. Ok. De se dire que tu entreprends, tu prends des risques, au risque de perdre les gens qui sont autour de toi. Pas forcément perdre des gens, mais tu vas t'opposer avec des idéologies qui sont complètement différentes, de se dire qu'en fait, tu vas pas échanger ton travail, enfin, tes heures contre de l'argent, mais l'effort que tu vas faire pour un résultat qui va te rapporter de l'argent. Potentiellement. Ouais, potentiellement. Au début, c'est vraiment le potentiellement. Ouais, tu vois. très potentiellement. Et genre, au début, tu n'as aucune expérience, donc tu as 10% de chance de réussite. Tu vois. Puis un jour, tu fais 1% de plus, puis tu augmentes tes chances au fur et à mesure. Ouais. Mais le fait de rien dire. Moi, j'ai une cliente, elle n'a rien dit à personne pour un diplôme de styliste ongulaire. Parce qu'elle avait tellement peur du regard des autres, de se dire que si elle réussit, elle va potentiellement changer une partie de sa vie. Ouais. Et de se dire que si elle échoue, elle doit annoncer qu'elle a échoué. C'est quoi l'échec ? C'est ça la question. Pour elle, c'était d'avoir raté le diplôme. Rater le diplôme ? Ouais. Elle ne l'a pas raté. Ouais. Mais la peur de dire qu'elle a raté ce diplôme. Je pense qu'en fait, quand tu n'as pas confiance en toi de ce que tu vas faire, ce qui est normal d'avoir cette peur-là, c'est peut-être mieux de ne pas en parler. Ok, ouais, ça. Moi, par exemple, le jour où j'ai décidé de rebrander, partir en Thaïlande, qui est un autre pays, j'avais vraiment la vie bien, tu vois. J'avais mon CDI, j'avais mes bonus, j'avais l'appartement, j'avais la voiture, j'avais tout ce qui allait bien, tu vois. Et en fait, c'est tes choix, c'est ta vie. Ouais. Donc, si tu n'es pas bien là et que tu sais que c'est pas là où tu vas t'épanouir, c'est le moment de changer. Et plus tu attends, pire c'est. Okay. Et là, du coup, j'ai rien dit. J'ai dit, je pars 3 mois, je reviens pour Noël. J'avais déjà saoulé mon appart, je partais. Tu partais quoi ? Je partais. Mais je leur ai pas dit que j'allais là-bas pour faire un combat. Je leur ai pas dit que, tu vois, ça, c'était une autre histoire, tu vois. Ils savaient pas à savoir. Parce que ton entourage, en fait, c'est ceux qui ont le plus peur. Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses que tu dis pas au début. Non, tu peux pas. Tu peux pas dire. Tu peux pas tout dire. Non. Je pense pas. Enfin, pour moi, on dit qu'il faut tout dire, transparent, etc. Mais il y a des choses que tu peux pas dire quand tu commences l'entrepreneuriat. Je pense que tu as des trucs que tu veux même pas t'avouer à toi-même. Non. Et en fait, si tu commences à faire une liste de tous les... Tu le sais déjà, tu as déjà peur, tu vois. Donc, t'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour te confirmer que oui, effectivement... Qu'il y a des problèmes. Voilà, c'est bon. Et en fait, le côté d'être positif, il y a très peu de personnes qui le sont. Mais je pense que c'est normal au début. Alors, t'es pas obligé d'être... Tu prends tellement de risques que tu dis comment... Mais en fait, c'est quoi, c'est au fur et à mesure que tu prends confiance en toi que tu te dis c'est possible. Mais en fait, la peur, ça fait partie du jeu. Tu auras toujours peur. Parce qu'il y a toujours sûr. des nouveaux steps. Il y a toujours des nouveaux trucs.
Puis au final, une fois que tu sautes, t'es là. Ça va. Ça. Ça va. Mais oui, mais le problème, c'est que pour moi, en fait, le pire des problèmes, c'est justement comme un saut des 10 mètres. C'est de trop réfléchir, te mettre au bord, commencer à regarder, commencer à paniquer, puis te refaire marche arrière, puis redescendre les escaliers. Non, le but, c'est de sauter, tu vois. Et ça va très bien se passer. Ouais, c'est clair. C'est juste, plus t'attends, plus tu commences à demander des avis. Il faut jamais, en fait, demander des avis à des gens qui n'ont jamais fait ce que tu as fait. Ouais. Ça, c'est un truc. Moi, par exemple, mon combat en Thaïlande de boxe, j'ai pas demandé des avis à des gens qui font même pas de sport. Non, mais pour eux, ça me paraît complètement timbré, tu vois. Ouais. Mais du coup, tu vois, t'as personne à qui te confier au début. Ouais, c'est difficile. C'est un peu la vallée de la solitude, c'est normal. Vraiment, t'es tout seul, quoi. Ouais. T'es seul avec toi. Ah ouais. Et après, tu commences à sortir et à avoir des gens qui te ressemblent. Bon, ça commence à être rassurant. Mais au début, c'est terrible. T'as personne, en fait. T'es tout seul, t'es là dans ton ordinateur en fonction de ce que tu fais. Et tu te dis, mais je bosse... j'ai mon job de 8h, 9h, plus 3h le soir, 4h le soir, pour rien. Parce que finalement, je fais pas de chiffre d'affaires aujourd'hui. C'est pour ton rêve, en fait. Et c'est la beauté de ça. Mais justement, le rêve, il est tellement loin à ce moment-là. C'est pour ça que dans ton mood board, tu mets des petits trucs, quoi. C'est terrible. Hein. Sinon, c'est pas possible. Et en fait, c'est aussi apprécier vraiment le processus. Moi, j'ai toujours kiffé le process. Ouais. Parce que j'ai fait ce que j'avais envie de faire, en fait. Mais kiffer le process, je pense que c'est pas donné à tout le monde. Je pense qu'on peut tous... en gros, on peut trouver des petites victoires partout. Oui, bien sûr. Ça, dans tous les cas. Mais il y a quand même des coups, c'est violent, quoi. Mais je pense que tu recevras jamais un coup que tu n'es pas capable d'encaisser. Ok. En fait, la vie est faite d'après la personne que tu es. Ouais. Et si tu reçois toujours les mêmes coups, c'est à te poser la question si tu ne montes pas ta garde ou si tu fais les choses fausses. Okay. Et en fait, plus tu te remets en question sur ton propre schéma de vie, en gros, le meilleur livre que tu peux lire, c'est regarder en rétrospective où tu as fait de faux, qu'est-ce que tu aurais pu te faire mieux. Après, c'est pas de rester dans le passé à volonté, quoi. C'est ça. Ça sert à rien. C'est déjà passé. Mais par contre, en fait, dès que tu as une situation qui est la même, comment tu peux réagir différemment pour avoir des résultats différents. Ouais. Mais pareil, tu vois, je pense qu'en cherchant justement d'éviter les raccourcis et puis de prendre le chemin le plus long, entre guillemets, le plus pénible, sur le long terme, c'est plus rapide. Ok. Donc il y a moins d'efforts, mais c'est plus long. Enfin, c'est moins dur. Toi, t'es plus en sprint ou t'es plus en marathon? T'es plus à dire, je mets 4 ans ou 3 ans et je défonçais la niche et vraiment réussir? Ou plutôt, je veux dire, bon, je fais 10 ans, mais c'est 10 ans où je vais consacrer du temps et je vais pas forcément être... Enfin, je vais me consacrer des efforts, mais je vais pas me tuer à la tâche, comme je le ferais pendant 3 ans. Je pense que en fait, tu as des phases. Ok. Pour moi, je vois toujours ça en phase dans les entraînements. Je peux te donner un exemple, mais quand tu as un combat, tu t'entraînes toute l'année, tu es prêt toute l'année, mais les 2 semaines avant ton combat, tu t'entraînes pas la même chose. Ok. Et après ton combat, tu te reposes. Ouais. Mais en gros, mentalement, tu t'entraînes toute l'année. Ok. Tu es là, tu es aux entraînements, tu es prêt, tu fais les choses, et puis c'est des routines. Mais par contre, tu n'as pas la même intensité que les 2 semaines fight week, on appelle ça. Rien à voir. Ouais. Là, tu es mort, tu rentres à la maison, tu es cassé. Et tu fais que d'être cassé jusqu'à le jour de ton combat pour être sûr que tu as le mental pour tenir. Mais c'est vrai, c'est ce qu'ils font. Et pour moi, mon entrepreneuriat, c'est aussi ce que je vois, c'est que dans le sens, toute l'année, je fais mes activités que je dois faire, j'avance mes projets, etc. Mais je vais pas non plus me tuer parce que je sais que ça me sert à rien en fait. Ok. Ça me sert à rien d'essayer de me tuer à la tâche. Justement, le début de l'entrepreneuriat, tu sais pas la différence. Tu vois pas non. Si c'est ouais, mais c'est ça. Faut se faire coacher. En fait, c'est à quel moment tu te dis parce que oui, quand tu as une activité qui roule, tu sais qu'il y a des phases dans ton année où tu dois mettre plus d'énergie. Moi, j'ai pu me rendre compte cette année que entre Noël et Nouvel An, c'était mort. En fait, c'est très bien. Tu es tranquille pendant 2 semaines, c'est parfait. Et par contre, la 1er de janvier, tu te fais défoncer. Ça, ouais. Mais quand tu es au tout début, tu sais pas tout ça. Et ça, à quel moment tu te dis, bon, là, il faut vraiment que je mette un coup d'accélérateur pour vraiment réussir? Et plutôt dire, là, je vais plutôt tranquille, il faut que je prenne du temps pour moi. Je pense que c'est une question d'équilibre. Okay. Moi, si je devais faire quelque chose, je pense que je travaillerais genre 6 jours par semaine, je prendrais un jour off. Ok. Et moi, je fais par trimestre mes objectifs. Ouais, c'est bien, ouais. Et en gros, ou par 6 semaines. Ou moi, c'est mensuel, perso. Ouais. Parce qu'au final,
sur l'année, tu sais pas dans 6 mois le projet que tu devras avancer le plus. Mais par contre, sur 3 mois, tu as quand même un minimum de visibilité. Et puis après, c'est de me donner, de faire tout ce que je dois faire dans ces mois-là et vraiment de me donner à fond là-dedans. Après, ça dépend des phases. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une phase sport où je faisais de la compétition à haut niveau. J'avais pas le choix d'être concentrée sur mon sport, tu vois. Ouais, c'est clair. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté aujourd'hui aussi dans mes coachings parce que je sais ce que ça te demande, en fait. De vraiment y aller pour tes rêves. Et après, c'est aussi accepter dans les phases où tu es, tu vois. Et juste te dire, OK, dans quelle phase je vais rentrer Tu penses qu'il faut se laisser guider par justement ces phases ou aller à contre-phase et lutter Ça dépend de ta nature. Tu me demandes quel genre de sprint ou marathon je fais. Quand moi, je cours, par exemple, je suis quelqu'un qui ne se met pas de temps. Et pourtant, tu vois, les 10 kills de Lausanne, je suis arrivée dans les 3%. Parce que je les ai... J'ai juste accéléré, quoi. Mais après, par contre, sur le chemin, je prends toujours quelqu'un qui court plus vite que moi, je le suis. Une fois que j'ai fini, je suis quelqu'un... Et en fait, je pense ton environnement, puis d'être avec des gens qui sont meilleurs que toi, inconsciemment, ça te pousse vers le haut, dans tous les cas. Puis t'as meilleur temps, en fait, d'avoir ce truc de un peu te sentir... plus bas. Je préfère. Ouais, pareil. Je préfère être largement l'outsider que celui qui doit tirer devant. C'est très difficile, en fait, d'être un vrai leader. Et je pense qu'on ne réalise même pas à quel point c'est... moi, je les aide, dans le sens qu'aujourd'hui, je suis coach pour eux, tu vois. Et ils ont tous aussi leurs propres doutes, leurs propres... bien sûr, tu vois, c'est des humains comme tout le monde, mais en fait, c'est fou, la capacité à encaisser quand même qu'ils ont. Pour pouvoir justement avoir ce drive, ce truc de... Il y a un entrepreneur qui disait que ouvrir ses mails... Enfin, être entrepreneur, c'est ouvrir des mails et avoir un problème par mail. C'est parti. Ouais, on résout des problèmes tout le temps. Tout le temps. Ouais. Non, c'est terrible. Et puis ça, un des conseils, c'est pas un conseil, mais un des trucs que je vois et puis que j'essaie de solutionner le plus vite possible, c'est la maison. Tu ne veux pas avoir des problèmes à la maison. Tu as déjà des problèmes tout le temps, en fait. Genre, quand tu rentres à la maison, tu as envie d'être en paix. Et puis ça, c'est communication, c'est justement apprendre à communiquer dans quelle phase tu es. Parce qu'en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse, tu vis pas les mêmes phases tout le temps. Et que si tu as quelqu'un à côté qui ne les vit pas du tout, qui a jamais vécu ça, il y a des décalages énormes. Ouais, non, c'est sûr. Et puis là, du coup, j'ai vu sur les réseaux sociaux, tu es en train de regarder, t'organises une retraite en fait en Thaïlande, c'est ça? Ouais. On part 12 jours où justement on fait une semaine arts martiaux à fond. Donc ça me permet aussi de faire un peu une immersion avec mes amis qui sont champions du monde, et puis de découvrir aussi un autre monde où des gens ils vivent de leurs rêves en fait. Ils respirent leurs rêves, ils transpirent leurs rêves et puis ils se poussent là-dedans. Là, c'est en Suisse romande où tu as pu accueillir des gens du monde entier? On a du monde entier, on a des Brésiliens, on a des Français. Et c'est quoi qui organise du coup? Tu as une semaine d'arts martiaux et une semaine un peu visite ou bien? On fait une semaine d'arts martiaux à Phuket, donc dans le club Phuket Fight Club. Après, on fait 2 jours à Koh Sok, ça s'appelle. C'est un parc national. Cool. Ouais, avec les grosses espèces de... comment on appelle ça? De pierres dans l'eau, etc. On va faire du kayak, des randos. Puis après, on fait les 6 Million Islands. C'est un beau trip. Tu vas voir les réserves naturelles. Donc, c'est vraiment Connect Reset. Cool. Et les inscriptions sont encore ouvertes? Ouais, il y a encore 3 places. 3 places? Ouais. Ok. Magnifique, ça. Et puis, t'attends quoi de ce voyage, de découvrir? C'est des gens que tu connais ou bien que tu connais pas du tout? Ok, cool. Non. Donc, tu peux connecter avec des gens... pour moi, en fait, c'est un retour à l'essentiel. C'est... Moi, ce qui m'a beaucoup le plus... ce qui m'a été le plus utile dans ma vie, c'était vraiment de me mettre dans un environnement sain avec des gens bienveillants qui se poussent, qui lead, par exemple. Et de pouvoir, en fait, partager ça. Et en plus, de tout ce qui est... tu vois, il y aura des conférences sur le mindset, sur les finances, etc. Tu alimentes, en fait... Du coup, c'est français-anglais? Ouais, français-anglais. Ok, cool. Magnifique. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Tout bon. Ce que je te souhaite aussi. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir reçu aujourd'hui pour le podcast. Tu sais combien de temps ça fait? Non. 1h30. Aïe. Ça passe vite. C'est vrai. Non, c'était un plaisir de t'avoir reçu. Je vous mettrai toutes les informations de Sarah du coup en description. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Merci. Ciao.